frénésie de Poutine. Impossible de dire si les menaces du Kremlin sont du bluff ou pas. Mais la spirale de violence est en train de s'accélérer. La fuite en avant de Vladimir Poutine, mobilisation des 300 000 réservistes et chantage nucléaire. Le président russe assure qu'il soutiendra une annexion des territoires occupés dans l'est de l'Ukraine, où les forces russes sont bousculées depuis plusieurs semaines. Il est encore mis en avant la menace de l'arme nucléaire. Annoncée le 21 septembre, cette mobilisation pourrait concerner les hommes de 18 à 35 ans à travers tout le territoire national. Les aéroports ont été pris d'assaut et on assiste aux frontières terrestres à des convois interminables de jeunes hommes qui préfèrent quitter leur patrie plutôt que d'être envoyés au front. Près de 700 000 jeunes auraient fui la Russie en l'espace de quelques jours pour échapper à la mobilisation. Alors théoriquement, ce sont des civils réservistes qui ont suivi une formation militaire durant leur service obligatoire. Dans les faits, le recrutement est désastreux, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, la guerre prend une tournure inquiétante pour la Russie. Ils doivent être plus d'un à regretter de l'avoir déclenché sur le Conseil des services de renseignement. L'état-major a surestimé les capacités militaires de la Russie sous la pression de l'industrie de l'armement. Ils ont aussi complètement sous-estimé la résistance du peuple ukrainien qui s'oppose vaillamment à l'agression russe. On en a parlé à maintes reprises sur cette chaîne, mais on aimerait faire un retour sur un élément précis qui a été déterminant pour expliquer les récentes victoires militaires de l'Ukraine contre la Russie. On vous parle des armes occidentales prêtées à l'armée ukrainienne. Même Poutine dénonce cette aide militaire, reconnaissant de facto leur efficacité. On t'explique. Quand ce conflit a démarré, peu de gens étaient optimistes quant à l'avenir de l'Ukraine. Certains pensaient que les troupes russes atteindraient Kiev en moins d'une semaine. Fin février, des dizaines de milliers de soldats russes escortés par des chars, des hélicoptères, des navires, des chasseurs, des bombardiers et des canons d'artillerie ont pénétré le territoire ukrainien par le nord, l'est et le sud. À l'époque, l'armée ukrainienne manquait d'entraînement, ses chars et ses avions dataient de l'ère soviétique et elle ne disposait que de quelques armements occidentaux modernes dans son arsenal. Personne ne pariait sur une victoire ukrainienne. Mais comme on l'avait prédit, le piège ukrainien s'est refermé sur l'envahisseur russe. Le Kremlin s'est planté dans son calcul. Il pariait sur un délitement rapide de la nation ukrainienne. Résultat, une union nationale et le ralliement de l'Occident à la cause ukrainienne. Jusqu'à il y a peu, la plupart des équipements militaires livrés à l'Ukraine n'étaient ni le plus sophistiqué, ni le plus dévastateur. Et quand ce fut le cas, c'était au compte-gouttes. Mais ils ont quand même suffi à renverser le cours de la guerre en donnant l'avantage à l'armée ukrainienne sur son adversaire russe. Dans cette vidéo, on va t'expliquer en détail comment la suprématie technologique des armements occidentaux a permis à l'Ukraine de résister à l'envahisseur. Évidemment, pour être plus concret, on va prendre des exemples bien précis. Une pluie de feu. La Russie possède effectivement l'une des armées les plus puissantes du monde en termes d'équipement militaire au sol. Déjà, on se base sur un critère numérique. On vous parle de véhicules blindés, de chars et d'artillerie. Mais elle est parvenue à cette quantité en renonçant à leur efficacité et à leur précision. En gros, en baissant au max les coûts de production. Sa doctrine militaire, elle, n'a pas bougé d'un iota. Qu'importe la précision de l'artillerie, il s'agit d'ouvrir un passage pour permettre à des colonnes de chars et de blindés de percer les lignes ennemies. C'est d'ailleurs la tactique qu'a employée la Russie dans le Donbass après l'échec de l'invasion initiale. La Russie était convaincue qu'elle ferait tomber Kiev rapidement avec une invasion type Blitzkrieg, la tactique allemande de la guerre éclair durant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, submerger les positions ukrainiennes à coups de frappes tactiques, l'artillerie étant remplacée par des missiles de précision tirés par des chasseurs ou des navires militaires depuis la mer Noire. Mais pour adopter une telle stratégie, il faut des armements perfectionnés et des réserves suffisantes pour les ravitaillements. Ce qui a justement manqué à la Russie. On soupçonne que les Russes n'ont pas anticipé la logistique nécessaire pour un plan B. Le camionnage nécessite beaucoup de temps. La distance devient un véritable obstacle parce que les forces sont étirées sur des routes étroites. Michael Kaufman, directeur du programme d'études sur la Russie au CNA, les centres d'analyse navale. Mais au-delà de la question du ravitaillement, qui a été et restera un élément clé de ce conflit, il demeure un autre problème majeur, celui de l'armement russe en soi, son utilisation et ses capacités opérationnelles sur le terrain. Les troupes ukrainiennes ont remarqué que les Russes déploient leur artillerie par rapport à la ligne de front à environ un tiers de sa portée maximale. Cette marge vise à assurer la sécurité du matériel pour faciliter un retrait rapide si besoin. La première ligne d'artillerie, ce sont les mortiers à 1,5 km derrière les troupes russes au front. 8 km derrière les mortiers, on a les canons d'artillerie tactique à courte et à moyenne portée. Puis, entre 10 et 15 km derrière cette seconde ligne d'artillerie, on a l'artillerie lourde qui permet de bombarder les positions ennemies derrière la ligne de front. Typiquement, pour isoler la première ligne adverse en coupant les chaînes de ravitaillement et en touchant les postes
poste de commandement. L'armée russe n'hésite pas à recourir à son artillerie pour employer la stratégie du déni de zone. Elle vise à empêcher l'ennemi d'occuper ou de traverser un territoire précis. Cette tactique permet aussi de forcer l'ennemi à battre en retraite en abandonnant une ligne de front trop exposée. Dans la littérature, on appelle ça une pluie, un déluge de feu. En quelque sorte, on nettoie la zone pour qu'ensuite l'infanterie, les chars et les véhicules blindés de transport de troupes occupent la zone abandonnée par l'ennemi. La Russie misait sur son extraordinaire puissance de feu pour gagner l'avantage et avancer rapidement. Et qu'importe s'il faut raser des villages entiers. Mais pour que cette stratégie marche, l'armée russe a besoin d'une artillerie entièrement opérationnelle, de rouages bien huilés. Les frappes aériennes ne sont pas un substitut viable. À cette fin, les principaux armements auxquels ont recours les Russes sont les MLRS, les Multiple Launch Rocket Systems. On pense au Grad, à l'Ouragan et au Tornado, des armements datant de l'ère soviétique. Ils ont évidemment été modernisés depuis, mais ils ne rivalisent plus avec les armements occidentaux les plus modernes. Les Grad, par exemple, ces lance-roquettes multiples très imprécis ont été conçus en 64. Et même s'ils ont été remis à niveau, les Grad restent des armes analogiques rudimentaires. Ils peuvent lancer 40 roquettes explosives de 122 mm en moins de 20 secondes sur une zone d'environ 100 mètres de large. Des roquettes qui détruisent tout, cibles militaires et civiles confondus. Un bataillon russe standard d'artillerie, ce sont 700 roquettes tirées à partir de Grad en moins de 30 secondes. Durant les premiers mois de la guerre russo-ukrainienne, les Russes lançaient chaque jour 20 000 obus d'artillerie. La quantité de feu visait à compenser le manque de précision, mais ça n'a fait qu'accentuer la pression sur les chaînes de ravitaillement de munitions destinées aux troupes russes. Et puis ça revient à tirer à l'aveugle en risquant de toucher les zones civiles. Or, on ne bombarde pas les civils, ou on ne devrait pas en tout cas, c'est un crime de guerre. Des crimes de guerre ont été commis en Ukraine. La commission a observé des premières mains les dommages que les armes explosives avaient infligés aux bâtiments résidentiels et aux infrastructures, y compris des écoles et les hôpitaux. La stratégie de l'état-major russe, c'était d'avancer au maximum tout en sécurisant les zones conquises. C'est dans ces territoires que sont entreposés les dépôts de munitions russes. Sauf que c'est là qu'interviennent les armes occidentales. Du sang et des larmes. Plus de 8500 javelins ont été livrés durant les premières semaines du conflit. Ils ont fait des ravages parmi les chars et les blindés russes. Aux javelins, faut aussi ajouter le lance-missile britannico-suédois NLAW, 2000 Stinger, un lance-missile sol-air de conception états-unienne et des drones turcs Bayraktar. Un choix qui n'a pas été fait au hasard. C'est une combinaison des infos relevées sur le terrain par les services de renseignement et des leçons tirées de l'invasion russe de la Géorgie en 2008. L'objectif de l'Occident, c'est d'aider les Ukrainiens dans cette guerre asymétrique en leur fournissant des équipements qui leur permettent de résister contre l'avancée de la cavalerie russe, d'où les missiles anti-chars. Ensuite, il s'agissait de verrouiller l'espace aérien pour empêcher les forces aériennes russes de bombarder les positions ukrainiennes, d'où les missiles sol-air. Et finalement, les Ukrainiens sont désormais capables de détruire les chaînes de ravitaillement de l'arrière-garde russe, d'où les drones. Le propre de la tactique Blitzkrieg que les Russes ont voulu mettre en œuvre, c'est d'étaler un maximum ses forces sur la plus grande distance possible dans le plus court laps de temps. En ce faisant, les unités blindées russes étaient très exposées. Le résultat a été immédiat. Les troupes russes mal protégées ne faisaient pas le poids face aux Ukrainiens équipés d'armes occidentales. Les hélicoptères et les blindés sont tombés comme des mouches, tandis que les lignes de ravitaillement étaient coupées une par une. Le manque de munitions et de carburant ont mené l'armée russe à la banqueroute. Depuis, la tendance s'est inversée. L'armée ukrainienne a consolidé ses positions alors que les troupes russes sont épuisées. Forcément, ça a eu un impact sur le format du conflit. On n'assiste plus à une percée par les Russes et aux tentatives ukrainiennes de ralentir leur progression. On a basculé sur une guerre de position. Du coup, les armes livrées aux Ukrainiens par l'Occident, et notamment celles par les États-Unis, ne sont plus les mêmes. Alors justement, le rôle des USA. À la fin du mois d'août, les États-Unis avaient fourni à eux seuls plus de 15 milliards 500 millions de dollars à l'Ukraine d'aide à la sécurité. Une aide qui ne fait qu'augmenter au fil des semaines. 8 septembre 2022, les États-Unis annoncent une nouvelle aide de 2,7 milliards de dollars pour Kiev et ses voisins. Plus tôt, jeudi 8 septembre, les secrétaires d'État à la Défense avaient annoncé une aide de 675 millions de dollars à l'Ukraine en livraison d'armement, des munitions et des systèmes d'artillerie HIMARS. 28 septembre 2022, 1,1 milliard de dollars supplémentaires d'aide à la sécurité pour l'Ukraine. Cette somme double si on ajoute les aides des autres pays alliés de l'Ukraine. Et parmi ces alliés, il y a surtout la Pologne et le Royaume-Uni qui sortent du lot. Bon, comme on vous le disait, après l'échec de la première phase de l'invasion, l'armée russe a appliqué sa doctrine de l'ère soviétique, c'est-à-dire raser les positions ennemies. L'Ukraine n'avait tout simplement pas les moyens de résister à l'artillerie russe. Le mois de mai a été un bain de sang pour les Ukrainiens, plusieurs centaines de victimes par jour.
Mais dès le mois de juin, l'armée ukrainienne a reçu les premières livraisons occidentales pour faire face à cette nouvelle configuration du conflit. Contrairement aux armes russes conçues pour tout anéantir, les armes occidentales sont développées avec une prémisse, l'obsession de la précision. Ça implique la coordination d'équipements sophistiqués avec des systèmes de reconnaissance de cibles. Une reconnaissance qui se fait via 3 méthodes. D'abord, le recours intensif aux drones qui survolent les positions ennemies. Beaucoup de ces drones sont abattus très rapidement. Leur durée de vie n'excède pas les 7 jours. Mais même quand ils sont abattus, ils ont rempli leur mission. Mais oui, ils permettent aussi de détecter la position des ennemis qui l'ont abattu. Ensuite, il y a le soutien de la population civile et les renseignements fournis par les forces spéciales en mission de reconnaissance. Ils ont l'avantage de se battre dans un espace qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Et puis, la dernière méthode, c'est le partage de renseignements par les pays alliés. Les satellites du Pentagone sont braqués en permanence sur le territoire ukrainien. C'est grâce au croisement de toutes ces données que l'armée ukrainienne parvient à localiser ses cibles et à les attaquer à distance avec une artillerie de précision. C'est là qu'entre en jeu l'un des principaux protagonistes de cette guerre, le HIMARS. C'est l'acronyme pour High Mobility Artillery Rocket System, un armement de haute précision capable de tirer avec une marge d'erreur inférieure à 7 mètres. En gros, ils touchent systématiquement leur cible, si pas du premier coup, alors du second. En plus, les shrapnels ou la charge explosive du premier missile auront déjà bien endommagé la cible. C'est un énorme avantage stratégique sur les Russes, surtout que la marge d'erreur du grade est d'environ 100 mètres. Pareil pour le lance-roquette à longue portée comme le Tornado S et le Smerch dont la précision est très aléatoire. Alors, il se trouve que Washington n'a livré que 16 HIMARS à l'Ukraine depuis le début du conflit. Mais ces HIMARS permettent de tirer des missiles guidés M30 et M31 qui ont entre 15 et 92 km de portée. Ces missiles sont si rapides qu'ils peuvent atteindre une cible à 80 km en moins de 2 minutes, ce qui signifie que les Russes n'ont généralement pas le temps de fuir. Il est généralement déjà trop tard. Washington possède aussi dans son arsenal des missiles sol-sol tactiques qui ont une portée de 300 km. Mais le Pentagone hésite à en livrer à l'armée ukrainienne car il existe un risque que l'Ukraine veuille s'en servir pour attaquer le territoire russe, ce qui mènerait inéluctablement à une escalade du conflit. Une autre grille de lecture plus cynique, c'est que les États-Unis n'ont pas forcément intérêt à donner un avantage trop conséquent aux Ukrainiens, ce qui pourrait mener à une fin prématurée du conflit. Il est tout à fait possible que l'Ukraine soit une guerre par proxy, dont Washington se sert pour saigner la Russie comme elle l'avait fait durant l'invasion de l'Afghanistan entre 79 et 89. Le soutien de la Maison-Blanche aux talibans leur avait permis de vaincre l'URSS, ce qui a précipité l'effondrement du bloc soviétique 2 ans plus tard. Bref, l'un des problèmes majeurs avec lequel les États-Unis doivent composer, c'est qu'ils perdent le contrôle des armes dès leur livraison. Tout repose sur la confiance qu'ils accordent aux militaires ukrainiens. Qu'importe ces considérations, le fait est que même sans ces missiles avancés, les Ukrainiens sont capables de frapper n'importe quelle cible russe sur le sol ukrainien. Des cibles stratégiques en plus. Centres de commandement, dépôts de carburant, dépôts de munitions, antennes télécom et même les camions d'artillerie russes. À l'heure à laquelle on vous parle, les Ukrainiens sont en train d'infliger des dégâts massifs aux troupes russes grâce aux HIMARS livrés par les États-Unis. Et l'ironie du sort, c'est que cette fois-ci, ce sont les Russes qui ne peuvent plus se défendre. Alors les Russes, ils ont bien essayé de se défendre avec leurs missiles Toshkayu, des missiles à longue portée et à haute précision, mais leur mise à feu est très lente et ils sont très faciles à intercepter, contrairement aux HIMARS qui sont très mobiles et rapides. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'artillerie russe a détecté les positions ukrainiennes et la mise à feu des Toshkayu, les HIMARS ont déjà changé de position. D'où le recours des troupes russes au système de guerre électronique et aux brouilleurs GPS qui leur servent pour désorienter les missiles tirés par les HIMARS. Le souci, pour les Russes, c'est que l'utilisation de ces équipements suppose des générateurs très gourmands en carburant. Un carburant difficilement accessible, surtout en cas d'assaut ukrainien sur les lignes de ravitaillement russes. Donc, pour protéger les dépôts de munitions et de carburant, les troupes russes ont dû les éloigner de la ligne de front, ce qui entraîne évidemment des complications opérationnelles. L'Ukraine prétend qu'elle peut frapper la plupart des lignes d'approvisionnement russes dans le sud. Depuis l'entrée en combat des HIMARS, les troupes russes ont subi des dégâts dévastateurs, ont dû abandonner les territoires occupés et leurs lignes de ravitaillement sont rompues. L'oblast de Kharkiv, par exemple, au sud de l'Ukraine, ce sont plus de 6000 km² qui ont été libérés uniquement grâce aux 16 HIMARS livrés par Washington, d'où des titres comme celui-ci. Les Russes ont infériorité numérique 8-1 durant la contre-attaque. 16 HIMARS, alors que l'armée états-unienne en compte plus de 400 dans son arsenal. Rajoutez-en 10 de plus et l'Ukraine pourrait prendre Moscou. En tout cas, les HIMARS ont impressionné les alliés de l'Ukraine et les commandes pleuvent. Nous sommes en train d'améliorer les capacités de nos forces d'artillerie. J'ai signé une lettre de demande pour acquérir environ 500 lanceurs M142 HIMARS, qui équiperont 80 batteries polonaises OMAR. Mariusz Blaszczak, ministre de la Défense de Pologne. Les lance-missiles HIMARS ont changé la donne en Ukraine et l'armée états-unienne cherche à présent des moyens pour en construire jusqu'à 500 unités supplémentaires. Taïwan pourrait être l'acquéreur le plus notable aux côtés de l'Ukraine car elle prévoit actuellement de commander 29 HIMARS.
28 septembre 2022, le Pentagone va doubler la puissante artillerie HIMARS pour l'Ukraine. Un haut responsable états-unien de la défense a déclaré aux journalistes que cette nouvelle tranche prendra quelques années pour être assemblée et livrée. Il a souligné les efforts déployés pour survenir sur les longs temps aux besoins en infrastructure défensive de l'Ukraine. Le HIMARS a constitué un point de bascule dans ce conflit, mais il n'y est pas parvenu seul. Le Javelin a lui aussi joué un rôle très important durant la première phase de la guerre pour stopper la progression des colonnes de chars russes. Alors, ironie du sort, des ex-républiques soviétiques à présent alliées à l'Ukraine lui ont prêté des batteries de défense antiaérienne S-300 de conception soviétique. Les États-Unis ont aussi promis de livrer prochainement 8 NASAMS, des systèmes de défense antiaérienne de conception norvégienne, mais qui tirent des missiles made in USA. Ces systèmes devraient permettre aux Ukrainiens d'empêcher les Russes de prendre le contrôle de son espace aérien, ce que le Kremlin n'a toujours pas réussi à faire 7 mois après le début de la guerre. Et on vous a pas encore parlé des missiles supersoniques anti-radar AGM-88. Ces missiles de très haute technologie permettent aux Ukrainiens de désactiver provisoirement des radars ennemis pour mener des attaques en toute sécurité. C'est pour cette raison que l'on observe une recrudescence des opérations militaires aériennes par l'armée de l'air ukrainienne. Pour utiliser ces missiles, les Sukhoi S-27 et les MiG-29 ukrainiens, qui dataient de l'ère soviétique, ont dû être modernisés, une mise à jour qui a nécessité plus de 2 mois en pleine guerre de haute intensité. Sans oublier évidemment les 126 obusiers états-uniens M777 livrés à l'Ukraine aux côtés des canons César de l'armée française. Ces équipements font partie de la famille de l'artillerie à courte portée pour frapper les positions russes proches du front avec une précision de 5 mètres. On pourrait épiloguer des heures sur la formidable puissance de frappe fournie par les alliés occidentaux à l'Ukraine et qui lui confère un énorme avantage stratégique sur son adversaire russe. Mais la répartition des armements occidentaux au sein de l'armée ukrainienne n'est pas non plus parfaite. De nombreuses unités dénoncent le recours au système D, tout comme les Russes, pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires et d'autant plus pour se battre. Ils assemblent des véhicules de combat avec des pièces collectées ci et là pour harceler les troupes russes selon le spécialiste Pierre Grasset. La contre-attaque ukrainienne est un succès militaire incontestable. Les troupes ukrainiennes ont réussi à reprendre certaines zones dans les régions de Kharkiv et de Kherson. La Russie affirme qu'il s'agit d'un repli stratégique pour consolider ses positions, mais on peut douter de la bonne foi du Kremlin. En tout cas, la population civile russe n'est pas dupe. Cette débâcle est commentée sur tous les réseaux sociaux. Moscou est même revenu sur sa déclaration initiale en promettant de récupérer les territoires perdus. On n'est plus en train de parler de repli stratégique. Mais à partir du moment où la parole de l'état-major est remise en cause, on peut s'interroger sur sa crédibilité et sa capacité à prolonger l'effort de guerre, et surtout si le contrat social entre la population civile et l'État y survivra. On peut imaginer qu'un jour, la population civile se soulève contre le pouvoir. On a surtout voulu vous résumer comment les troupes russes ont été poussées à la débâcle. Mais est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que l'Union européenne et les États-Unis devraient accentuer cette assistance militaire? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. On espère que t'as kiffé cette vidéo. On souhaite bon courage aux troupes ukrainiennes et on se dit à la prochaine.